Bonjour mesdames et messieurs, la Maison de la Bataille est très heureuse de vous recevoir en visio pour une conférence avec notre ami Éric Vanneville. Cette conférence a lieu dans le cadre du réseau Frontières d'hier et d'aujourd'hui, qui est financé et soutenu par le département du Nord, qui est porté par l'association Paix et Conflit, et en partenariat avec plusieurs structures, dont la Maison de la Bataille, le Musée des canonnés sédentaires de Lille et Thénières mal plaquées Culture et Patrimoine. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Eric. S'il y a un problème, n'hésitez pas à me contacter. Bonne soirée. Bonjour, chers amis de Flandre. Eh bien, aujourd'hui, nous allons tenter de simplifier la vision que nous avons, ou que nous n'avons pas encore, je dirais, des territoires de la Flandre tout au long de l'histoire. Vous verrez, ça a bien varié au fil du temps, ce qui est normal. Alors, ce qui est peut-être plus permanent que l'histoire, c'est la géographie. Si nous pouvions avoir la première image pour la géographie de la Flandre, on voit tout de suite sur cette carte géographique que la Flandre, c'est tout ce qui est en vert, vous voyez, pratiquement depuis Anvers jusqu'au détroit du Pas-de-Calais. Et cette Flandre, c'est la plaine qui va depuis Bruges, Gand, jusqu'au pied des collines d'Artois. L'Artois, c'est distinct de la Flandre, encore que, nous verrons, mais la Flandre s'arrête au pied des collines d'Artois. Un très grand géologue du nord de la France, qui avait fondé d'ailleurs la science géologique dans le nord de la France, Jules Gosselet, avait pris pour habitude de dire « La plaine de Flandre vient s'incliner au pied des collines d'Artois ». À cette époque-là, on était scientifique, on était poète aussi un petit peu. Voilà. Alors cette vue, je dirais, de la géographie physique coïncide avec une vue plus géologique. Image suivante. Sur cette image, on peut s'apercevoir que tout ce qui n'est pas en couleur orange foncé, tout ce qui n'est pas, on va dire, en altitude, c'est la plaine des Flandres. Et ça correspond, bien sûr, à ce que nous avons vu sur l'image précédente. Avec un particularisme, c'est qu'ici, les géologues ont tenu à donner la couleur bleue à l'ancien golfe de l'Aa, qui allait communiquer côté belge avec l'ancien golfe de l'Isère. Et c'est en couleur bleue, cela montre bien que la Flandre, c'est aussi la terre de l'eau, notamment près de la côte. Alors nous savons que les Romains s'en sont aperçus très vite. La Flandre, ou ce qui allait devenir la Flandre, parce qu'au temps des Romains, on ne parle pas de Flandre, on parle de la Gaule belgique, c'est-à-dire le nord de la Gaule. Eh bien, ce territoire-là était toujours au péril de la mer. Alors les Romains, qui aimaient faire de belles routes bien droites qui leur permettaient de lancer leurs troupes en chemin pour aller affronter les barbares. Les barbares, c'est tous ceux qui n'étaient pas dans l'espace romain. Bon. Eh bien, les Romains aimaient bien favoriser les lieux élevés, hors d'eau, à partir desquels ils pouvaient lancer un réseau de voies. Et sur cette carte qui voit nettement l'implantation romaine privilégiée, trône Cassel. Cassel, la cité des Morins d'abord, puis des Ménapiens, et Cassel privilégié par les Romains. Si vous allez tout en haut du mont Cassel, vous verrez que vous avez tout un réseau de voies romaines qui s'en vont toutes droites, dans toutes les directions, tout autour du mont Cassel. Ça, Cassel est l'époque romaine et la Belgique romaine, nos ancêtres, non pas les Gaulois, mais les Belgo-romains, les Morins et les Ménapiens par ici, eh bien tout cela vivait en quelque sorte en relation avec Rome, sous le pouvoir politique des Romains, mais vivaient selon leurs propres us et coutumes. Donc à cette époque-là, la Flandre n'existe pas encore. Il existe une Belgique romaine avec Cassel au centre, mais la Flandre, on n'en parle pas encore. Passons à l'image suivante.
nous sommes à l'époque mérovingienne. Et à l'époque mérovingienne, eh bien, nous avons l'avancée forte de la mer qui a suivi la deuxième transgression dunkerquienne. Fin du IVe siècle, vers l'an 400, les historiens, les géographes en discutent encore. C'est normal. Les historiens qui ne discutent pas entre eux, ce ne sont pas de vrais historiens, tout le monde le sait. Et donc, cette invasion des flots, la deuxième transgression dunkerquienne, vers la fin du IVe siècle, a vu arriver par la mer, depuis l'Angleterre, les anglo-saxons. Ils sont venus renforcer en nombre les Saxons qui étaient venus en longeant la côte depuis le pays saxon au IIIe, IVe siècle. C'est pour ça qu'on a appelé la région le Litus Saxonicum. Et puis, ils ont été renforcés également par les éléments frisons. La Frise venait à l'époque jusque dans la région de Furnes-Dixmude. Il faut savoir que le Zuin, dans la région de Bruges, eh bien, le Zuin, c'était la limite sud des Frisons. Alors, comment savons-nous tout cela? Eh bien, c'est là qu'on voit que l'historien se réfère à des textes, bien sûr, mais il se réfère aussi aux travaux des archéologues, des numismates, ceux qui voient les pièces de monnaie où elles sont un peu partout. Il se réfère aux toponymistes, il se réfère aux linguistes. Et quand on cumule toutes les données que l'on a trouvées chez les uns et chez les autres, eh bien, on arrive à pouvoir faire cette carte-là, où vous avez les Saxons, depuis le Boulonnais jusqu'en Ponthieu, jusqu'en Picardie. Et puis, tout à fait vers le nord-est, c'est plutôt frison. Dixmude, c'est Dicas Muta. L'embouchure, c'est l'embouchure Muta, pensez à l'anglais Maus, l'embouchure de l'Isère, le golfe de l'Isère. Entre le golfe de l'Isère et le golfe de Laon, la Flandre, on commence à en parler. Quand parle-t-on de la Flandre ou des Flamands ou bien des Flandriens? On en parle dans la vie de Saint-Éloi au 7e siècle, où on nous dit que les Flandrenses, traduisez les Flandriens ou les Flamands, eh bien, ils y rencontrent entre Anvers et la future Bruges, le long de l'estuaire de l'Escaut, ils y rencontrent les Frisons. Les Frisons et les Flandriens, les Flamands, ce sont des peuplades mêlées à l'époque mérovingienne. Alors la vie de Saint-Éloi nous dit aussi qu'il y a bien sûr les Anversois, les Andoverpenses, et puis les Suèves. Les Suèves, c'est un peuple qui s'est répandu, un peuple germanique qui s'est répandu un peu partout, mais vous en avez encore trace dans la région de Courtrai, avec des toponymes comme Zwevezel ou Zwevegem. Eh bien, donc ces peuples-là sont en Flandre, et à partir du 7e siècle, donc du temps de la vie de Saint-Éloi, on peut parler de la Flandre. Notons quand même qu'il faudra attendre le milieu du 8e siècle, le passage des Mérovingiens à l'époque carolingienne, pour que le pays de Flandre soit mentionné, le Pagus Flandrensis, et ce sera la région de Bruges. Donc, vous voyez bien, Bruges, Anvers, le golfe de l'Isère, Dixmude, le golfe de Laon, et toute la région qui sera plus tard picardisante à partir du Boulonnais. Tout ça va contribuer à faire passer la Flandre à l'histoire. L'image suivante. Alors aujourd'hui, si vous voulez aujourd'hui retrouver trace physiquement des frontières sud de la Flandre à cette époque-là, qui s'en va donc depuis l'estuaire de l'Escaut jusque dans la région des collines d'Artois, vous avez, surtout si vous aimez faire de grandes balades à vélo, je vous invite à les faire, vous pouvez aller de morceaux de forêt en morceaux de forêt. Tout à fait au nord-ouest, vous avez la forêt de Éperlec. Et puis après, la forêt de Éperlec, ce qui en reste aujourd'hui, la forêt de Clermarais, bien sûr, Éperlec, Clermarais. Et puis ensuite, vous allez vers la forêt de Nieppe. Et après la forêt de Nieppe, vous descendez vers la Flandre dite lilloise, et vous avez la forêt de Marchienne, la forêt de Falampin, et puis la forêt de Saint-Amand. Et le long de cette ligne qui est donc jalonnée par ce qui restait de nos grandes forêts, eh bien vous avez la limite sud de la Flandre au Moyen-Âge. On a beaucoup déforesté, dirait-on aujourd'hui. On a beaucoup fait de clairières, on a beaucoup mis en valeur de façon agricole les paysages. Et ces lambeaux de forêt nous attestent que juste avant cette mise en valeur du sol agricole,
eh bien, nous étions beaucoup un pays de forêts et de cours d'eau, de becs. L'image suivante. Nous voilà sous Charlemagne. Alors, sous Charlemagne, eh bien, nous avons divers partis peuplés par différents peuples en notre Flandre. Tout ce qui regarde vers le golfe de l'Isère, tout ce qui regarde vers la région de Bruges et vers la région d'Anvers, ce sont les Frisons. Tout ce qui regarde plus au sud-ouest, et on y arrive dès le Calaisie, ce sont les Saxons. Et les Francs alors, parce que ce sont les Francs, les Saxons et les Frisons qui ont fondé le peuplement de la Flandre. Les Francs, ils nous viennent depuis la région de l'Escaut, et tout doucement, ils partent de cette région qui est à l'est de ce qui va être la Flandre, ils partent vers l'ouest et ils rejoignent progressivement les Saxons et les Frisons. Et où vont-ils faire le contact avec les Saxons et les Frisons? Dans la région de Cassel, tous ces villages qui se terminent par Zeel. Zeel, c'est exactement un toponyme franc. Et quand les Francs s'installent et qu'ils mettent un toponyme Zeel, ils sont à la rencontre, au point de rencontre avec les Saxons et les Frisons. Mention particulière pour les Caths, qui sont un petit peuple accolé aux Francs et qui eux-mêmes sont installés dans cette même région des monts de Flandre, du mont Cassel et du mont Déca. Alors, vous avez remarqué sur la carte, il y a un trait, une ligne pointillée rouge. Eh bien, ceux qui aiment les frontières, eh bien, seront satisfaits de voir que c'était la frontière linguistique à cette époque-là. Alors, deux remarques sur la frontière linguistique. On ne peut pas parler de frontière, c'est une limite plus ou moins mouvante. Au nord, on y parle un dialecte flamand, ça deviendra le flamand. Au sud, on y parle un dialecte roman, romanisant, et ça deviendra le picard. Il faut attendre le 8e, 9e siècle pour qu'on puisse parler de limites linguistiques fortes, tout simplement parce que, eh bien, pour qu'il y ait des langues parlées, il faut qu'il y ait au minimum une certaine densité de peuplement. Et cette densité de peuplement, on ne l'aura pas avant le 8e, 9e siècle. À partir, je dirais, des grandes invasions des 4e, 5e siècles, et puis de l'invasion des flots, transgression maritime dunkerquienne, le peuplement de cette région, qui allait devenir progressivement la Flandre, ce peuplement était extrêmement restreint. Il y avait très peu de monde et nous avons des témoignages qui nous disent que c'est grâce, je dirais, à ce faible peuplement que les anglo-saxons, venus de l'actuelle Grande-Bretagne, de l'Angleterre, ont petit à petit fait leurs implantations chez nous. Alors, je ne dis pas qu'il faut connaître le grec pour connaître l'histoire de la Flandre, mais quand même, sachez que c'est grâce à un historien byzantin, Procope, qui suivait les guerres de l'empereur Justinien, que nous avons un texte extrêmement précis, qui date du VIe siècle et qui nous dit que chaque année, depuis la terre des Angles, donc l'Angleterre, la terre des Angles, eh bien, il y avait une foultitude de peuples qui s'en allaient, qui partaient vers les terres sises de l'autre côté de la mer du Nord, c'est-à-dire vers ce qui allait devenir notre Flandre. Ils s'y sont installés en entrant par l'estuaire de l'Aa, par l'estuaire de l'Isère. Ils se sont trouvés bien et ils ont fondé les premiers établissements du commerce en liaison avec les marins frisons, car les marins frisons étaient de grands marins pour cette époque. L'image suivante, s'il vous plaît. Alors, le comte de Flandre. Jusqu'ici, je vous ai parlé des terres qui ont été peu à peu peuplées par nos ancêtres flamands, c'est-à-dire les Saxons, les Frisons et les Francs. Mais quand y a-t-il eu une structure politique? Il y a une structure politique à partir du moment où les Carolingiens ont mis en place des comtes surtout sur les régions frontières, sur les marches, ce qui explique que le premier comte de Flandre était en fait un marquis. C'était le marquis de Flandre, celui qui tenait la marche de Flandre face aux invasions des Vikings. Chez nous, les Vikings, c'était essentiellement des Danois. Et le premier comte de Flandre, le marquis des Flamands, a eu le bon goût d'épouser la fille du roi Charles le Chauve, et à partir de là, il a eu un pouvoir assez fort, assez influent, je dirais, dans toute cette partie du nord-ouest de l'Europe, du nord-ouest
de ce qu'on peut encore appeler la Gaule, hein, de ce qui allait bientôt devenir le royaume de France, mais qui n'était encore que la Francie occidentale, le royaume de Francie occidentale. Et dans cette région-là, toute l'histoire de la fondation politique du comté de Flandre, c'est l'histoire de l'expansion des comtes de Flandre depuis le IXe siècle, la deuxième moitié du IXe siècle, jusque vers l'an 1100. Et les comtes de Flandre prennent systématiquement le pouvoir dans les terres qui sont sises au sud du territoire dont nous avons parlé. Vous voyez bien que l'axe central du comté de Flandre, c'est finalement la vallée de la Lys, n'est-ce pas? Mais il y a tout au nord les 4 métiers qui sont des territoires qui appartiennent à la Zélande, et tout au sud, il y a l'Artois. Et tout cela, c'est dans les mains des comtes de Flandre. Plus à l'ouest, il y a les territoires du Boulonnais qui sont sous l'influence des comtes de Flandre. Pensez à la légende que nous connaissons bien, la légende de Godelieve, Godelaine, hein, qui est du Boulonnais, mais qui s'en va à Guistel, puisqu'elle a épousé un seigneur flamand de Guistel. Eh bien, tout cela est sous influence du comte de Flandre. Alors, vous me direz, oui, mais de quel grand roi ça relève? Eh bien, ce territoire relève du grand roi, du roi de France, tout ce qui est à l'ouest de l'Escaut, depuis le partage de l'ancien empire de Charlemagne au traité de Verdun en 843, tout ce qui est à l'ouest de l'Escaut relève en suzeraineté, en droit féodal, du roi de France. C'est le suzerain. Oui, mais alors le comte de Flandre, il dépend directement en souveraineté du roi de France. Oui, mais les comtes de Flandre, qui étaient des gens assez puissants et qui avaient des velléités de marquer, sinon leur indépendance, au moins leur autonomie, peu à peu ont conquis des terres à l'est de l'Escaut. C'est sur cette carte que vous voyez indiqué EMGE, Empire germanique, Dender, tout le pays de la Dendre, Dendermonde, Termonde, comme disent les francophones, et puis Alst, Alos, comme disent les francophones. Et cela, c'est à l'est de l'Escaut. Ce qui va permettre au comte de Flandre de dire, bon, moi, dans le fond, je relève de 2 suzerains, le roi de France pour la partie à l'ouest de l'Escaut, dont tout le domaine central autour de la Lys, et puis
le flamand, et qui va se développer beaucoup également tout au long de la vallée de l'Isère. Et on n'a pas encore perdu tout à fait certains territoires qui sont en Zélande, quelques îles de Zélande, mais nous sommes déjà en concurrence avec le comté de Hainaut, qui va s'allier avec d'autres princes, d'autres grands féodaux de cette région du nord-ouest de l'Europe, et qui va petit à petit grignoter la Zélande sur la Flandre. Alors, ça, c'est vers l'an 1300. On a encore la Flandre lilloise. Après la bataille de Bouvines, les comtesses Jeanne et Marguerite, fort diplomates avec le roi de France, ont réussi à conserver ce territoire. C'est grâce à leur diplomatie. Mais, foin de la diplomatie, vers l'an 1300, dans le comté de Flandre, il y a conjonction, je dirais, il y a conjonction d'intérêts sociaux et d'intérêts, je dirais, politiques. On s'aperçoit à cette époque-là, vers l'an 1300, que les rois de France, dans leur tendance à grignoter les territoires flamands, font des alliances avec la noblesse flamande et avec la haute bourgeoisie des cités de Flandre. Et les Flamands qui résistent, ce sont les Flamands des métiers, ce sont les Flamands de la petite bourgeoisie, ce sont les Flamands du territoire rural et paysan, notamment de toute cette région du Westhoek actuel, de toute cette région qui à l'époque s'en va de Furnes à la vallée de la Lys. Une région paysanne d'un côté, la région des grandes cités, c'est Lille, c'est Douai, c'est Gand, c'est Bruges. Et tout ce monde-là, dans les couches sociales qui ne sont pas la grande bourgeoisie dominante, qui ne sont pas l'aristocratie flamande, tous ces paysans-là, tous ces habitants des Flandres, tous ces citadins vont résister à l'ambition du roi de France. Alors sur cette carte, vous avez encore la Flandre gallicante, l'île, mais sachez qu'au XIVe siècle, la Flandre gallicante sera prise directement par force par le roi de France, notamment au traité de Paris en 1320, qui fait suite à toutes les guerres, toutes les grandes batailles, bataille de Courtrai en 1302, bataille de Mont-Saint-Pével en 1304, et pour chez nous, pour notre Westhoek auquel nous sommes tant attachés, pour la bataille de Cassel, où les paysans flamands ont été exterminés, tout simplement, par la cavalerie française, à laquelle s'était allié, n'ayons pas peur de le dire, le contingent flamand du noble Robert de Cassel, qui a exterminé, je dirais, nos paysans flamands en alliance avec l'armée française. Ça, il faut le savoir. Alors, je vous citerai ici un écrivain français de la Troisième République, un écrivain, je dirais, avancé, comme on disait à l'époque, comme on le dira encore aussi aujourd'hui, qui est Paul Lafargue. Alors, Paul Lafargue, est-ce qu'on le voit? Paul Lafargue, un écrivain avancé de la Troisième République en France, il est connu parce qu'il a écrit un livre très fameux qui s'appelait « L'éloge de la paresse ». Bon, c'était un peu un autre titre, mais enfin, il vantait la paresse. Le titre exact, c'était « Le droit à la paresse », qui a eu un très gros succès. La deuxième raison pour laquelle il est connu, eh bien, c'est que c'était le gendre de Karl Marx. Et il avait un peu les idées de beau papa, et pour lui, ces luttes sociales, qui sont une réalité au XIIIe et XIVe siècle, c'est indubitable. Pour lui, il n'a pas hésité à appeler ça la lutte des classes. Voilà. Comme on fait parfois des anachronismes, tout le monde fait des anachronismes, même si ça repose sur une réalité sociale. Je tenais à vous le signaler parce que l'histoire, de ce point de vue-là, c'est quand même assez amusant. Vous verrez, plus on rentre dans l'histoire, plus on s'amuse. Voilà. Alors, je tiens à signaler également à propos de cette résistance qui a été opposée dans le Westhoek, notre pays, j'ai envie de dire, dont Cassel est le centre. Eh bien, cette résistance qui a été opposée par les paysans flamands, eh bien, ces gens-là, et tous les grands historiens spécialistes de la Flandre
française et Flandre belge, proche de la côte, dans le pays de l'Isère et autour de Cassel, sont tous d'accord. Eh bien, cette région-là, c'était de langue flamande. Mais qu'est-ce que c'était cette langue flamande? C'était ni plus ni moins que la langue parlée par les descendants des paysans frisons qui ont mis en valeur le territoire, toute cette région-là, qui avaient, je dirais, des fermes relativement importantes, hein, qui mettaient en valeur ces territoires-là, raison pour laquelle d'ailleurs le roi de France souhaitait bien mettre la main dessus. Hein. Ça, il faut être extrêmement clair là-dessus. Alors, ce n'était pas forcément des déshérités, ce n'était pas forcément les damnés de la terre, n'est-ce pas? C'était des paysans relativement aisés, dont certains d'ailleurs étaient bourgeois de certaines villes de Flandre, et qui exploitaient bien comme il le fallait, qui mettaient en valeur la terre flamande. Vous savez, hein, la prospérité de l'agriculture flamande, elle datait déjà du Moyen-Âge. Elle a été remarquable dans les siècles suivants, mais elle datait déjà du Moyen-Âge. Nos ancêtres savaient mettre les terres en valeur. Voilà. Voilà, tout ceci explique pourquoi la Flandre, eh bien, je vais commettre un petit anachronisme moi aussi, après tout. Hein. Voilà pourquoi la Flandre, ça a toujours été un petit peu comme le Koweït vis-à-vis de l'Irak. Hein, c'est une petite terre extrêmement riche, une petite terre très prospère. Et donc, le grand voisin voulait mettre la main dessus. Voilà, c'est ça la Flandre. C'est la raison pour laquelle nous avons été régulièrement envahis par nos trois puissants voisins, que ce soit les Anglais, les Français ou bien les empereurs de l'Empire germain, de la Germanie, si vous préférez. Voilà, tout simplement. Passons à l'image suivante. La Flandre, le comté de Flandre, était donc séparé de l'Artois à compter de l'époque de Philippe Auguste, mais il s'est retrouvé avoir un destin commun avec l'Artois au temps des Pays-Bas de Philippe le Bon. Le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, puis Jean sans peur, puis Philippe le Bon, a trouvé dans l'escarcelle du mariage qu'il a fait avec la fille du dernier comte de Flandre, Louis de Malle, il a trouvé dans cette escarcelle, dans la dot en quelque sorte, la Flandre et un peu plus tard l'Artois. Bon. Et le duc de Bourgogne, petit à petit, a conquis, soit par bataille, mais plus souvent par des alliances matrimoniales extrêmement habiles, il réussit à conquérir tout un ensemble de territoires qui sont venus compléter ces terres de Flandre et d'Artois. Alors la Flandre et l'Artois, c'était certainement en concurrence un peu avec le Brabant, c'était certainement les territoires les plus riches de l'ensemble des Pays-Bas bourguignons, certainement. Alors aujourd'hui, certains historiens belges disent vous voyez bien que la Belgique, elle existait bien avant la Belgique du 19e. Regardez la carte des Pays-Bas bourguignons. Franchement, c'est quasiment la Belgique. Bon, il y a la Hollande tout en haut. Tout en haut, il y a la Hollande. Oui, c'est vrai. Bon, mais enfin, c'est quasiment la Belgique. Alors, on ne va pas développer ici de querelle. Hein, la Belgique en tant que telle n'existera que beaucoup plus tard. Mais de fait, nos terres flamandes ont été, je dirais, le fleuron de ces Pays-Bas bourguignons. Et tout le monde savait, et les ducs de Bourgogne le savaient en premier lieu, que lorsqu'il y avait de l'argent à prélever, eh bien, la richesse de la Flandre, c'était quand même un atout extraordinaire qui leur permettait à eux d'entretenir brillamment leur cour, d'une part, souvent située à Bruxelles d'ailleurs, et puis leurs armées, hein, car il leur fallait de brillantes armées pour résister, je dirais, aux voisins, aux puissants voisins, en particulier au roi de France. Voilà tout ce que l'on peut dire, je dirais, qu'il faut retenir des Pays-Bas de Philippe le Bon. Notez que la Toison d'Or, cette fameuse Toison d'Or, vous connaissez tous l'ordre de la Toison d'Or, a été instituée à Bruges et à Lille. C'était institué à Bruges, mais le premier chapitre de la Toison d'Or s'est tenu à Lille. Vous voyez un petit peu l'influence de la Flandre dans ce conglomérat d'États rassemblés par les ducs de Bourgogne, par Philippe le Bon. Image suivante. Voilà, l'image suivante, c'est une petite merveille. Parmi les talents, les nombreux talents des Flamands, il y a, bien sûr, tout le monde connaît la peinture flamande, bien sûr, bien sûr. Bon, tout le monde connaît la musique flamande, bien sûr, bien sûr.
mais parmi les artistes talentueux, il y a les cartographes. Et l'un des plus grands cartographes de l'époque, c'était Mercator. Alors, vous devez savoir que Mercator, ça n'était pas son nom d'origine, pas du tout. Mais au XVIe siècle, nous sommes au XVIe siècle, tous ceux qui veulent se faire un nom dans le monde des arts, des lettres et des sciences sont obligés de se prendre un nom latin, de latiniser leur nom. Alors notre ami De Cramer, c'était De Cramer, hein, le marchand, il s'est latinisé son nom, il s'est appelé Mercator. Et nous avons des cartes magnifiques de Mercator, dont celle-ci. Vous remarquerez simplement que là encore, sur cette carte de Mercator qui montre toute la Flandre, eh bien, l'axe central, c'est la vallée de la Lys qui s'en va depuis le Neuf-Fossé à l'extrême sud-ouest et qui s'en va rejoindre la Gand, à Gand, qui s'en va rejoindre l'Escaut. Et de l'Escaut, on s'en va vers l'estuaire de l'Escaut et vers la région d'Anvers. La vallée de la Lys, c'est le cœur de la Flandre traditionnelle. Hein. Que l'on soit du nord de la Lys ou du sud de la Lys, on est en Flandre. Alors on ne parle pas toujours la même langue ou le même dialecte, peu importe. Je vous ai expliqué que la Flandre, c'était le fleuron des possessions des Pays-Bas. Eh bien, Charles Quint, qui était flamand, il était né en l'an 1500 à Gand. Il a eu toute son éducation en Flandre et en Brabant. Et quand il a abdiqué, il est revenu chez nous en Flandre et en Brabant pour abdiquer solennellement dans sa terre d'origine. Eh bien, Charles Quint, par toutes sortes, je dirais, de mariages, c'était à la fois à Habsbourg. Alors, du côté du Habsbourg, il a pu faire des alliances, je dirais. Il a fait des alliances aussi du côté, je dirais, c'était grâce à sa mère, reine d'Espagne, Jeanne la Folle, hein, c'était son surnom. Bon. Eh bien, Charles Quint a été l'héritier de toutes ces alliances matrimoniales des Habsbourg et il a fondé ces grandes provinces des Pays-Bas, 17 provinces. Il y en avait 10 au sud, c'est nous, les sudistes. Les 17 provinces, c'est nous. Nous sommes des sudistes. Hein. Je pense qu'il vous plaît, il ne faut pas l'oublier. Hein. Nous sommes des sudistes. Tandis que les nordistes, là, ce n'est pas nous. Les nordistes, c'est les Pays-Bas que certains qualifient de hollandais. Bon, hollandais si on veut, mais la Hollande n'était que l'une des 7 provinces des Pays-Bas. Et Charles Quint a unifié ces 17 provinces pendant la première moitié du XVIe siècle, et c'est devenu le cercle de Bourgogne. Vous voyez, il avait la nostalgie des Pays-Bas bourguignons. Il n'est jamais arrivé à reprendre le duché de Bourgogne au roi de France, mais il n'empêche que les 17 provinces des Pays-Bas, il l'a appelé le cercle de Bourgogne. Alors Bourgogne, c'est par nostalgie. Le cercle, pourquoi le cercle? Eh bien le cercle, c'est parce que le Saint-Empire romain germanique, dont Charles Quint a été élu empereur, il a été élu empereur en 1519, eh bien ce Saint-Empire comptait des territoires regroupés sous forme de cercle. Et donc, il a dit, eh bien, les Pays-Bas, mes 17 provinces, ce sera le cercle de Bourgogne, ce sera le cercle qui dépendra du Saint-Empire romain germanique. Voilà. La dépendance, c'était beaucoup plus théorique que pratique. Dans la réalité, la dépendance du Saint-Empire romain germanique, le cercle de Bourgogne s'en est très, très vite, je dirais, débarrassé. Hein. Voilà. Ce qui fait dire aujourd'hui que finalement, l'ancêtre du Benelux, eh bien, ce sont les 17 provinces, le cercle de Bourgogne de Charles Quint. Voilà. Image suivante, s'il vous plaît. Alors, nous sommes chez les Habsbourg, mais chez les Habsbourg d'Espagne, puisque Charles Quint étant décédé, il a cédé les Pays-Bas du Sud, ceux dont sont les Habsbourg d'Espagne, dont les Habsbourg sont restés maîtres, il les a cédés à Philippe II, roi d'Espagne, et c'est sous Philippe II que les Pays-Bas du Nord, ceux dont je vous ai parlé, pour cause religieuse, protestante, se sont séparés, ils ont pris leur indépendance, ils se sont battus contre les Espagnols, ils ont pris leur indépendance avec Guillaume d'Orange, et
les Pays-Bas du Sud sont restés aux mains des rois d'Espagne. Les Pays-Bas du Sud, c'était les Pays-Bas catholiques, tandis que les Pays-Bas du Nord, c'était les Pays-Bas protestants. Vous savez que l'on dit toujours catholique et flamand, hein, on continue à le dire. Eh bien, le catholique et flamand, ça date de la fin du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe, quand les jésuites, les oratoriens et les capucins, les récollets, sont venus chez nous catholiciser, recatholiciser la Flandre au lendemain des guerres de religion, parce que les Flamands n'étaient pas forcément hostiles au protestantisme. Il y a même dans ma propre famille un Van de Witt qui, à cette époque-là, est parti aux Pays-Bas du Nord parce qu'il était protestant. Bon, bah oui, il a quitté Bailleul, il est parti chez les protestants parce qu'il ne supportait pas l'espagnol catholiciste, il ne supportait pas l'inquisition espagnole, il est parti. Bon. Mais les autres qui sont restés, eh bien, ça nous a fait les Pays-Bas espagnols, les Pays-Bas Habsbourg, les Pays-Bas catholiques. Et vous savez que la grande différence entre le roi de France, c'est que le roi de France était le roi très chrétien, le roi d'Espagne était le roi très catholique. Parce que pendant un siècle, entre l'édit de Nantes d'Henri IV et la révocation par Louis XIV, les protestants étaient admis en France. Tandis qu'en Flandre catholique, les protestants, plutôt pas, on va dire plutôt pas. Hein. Bon. L'image suivante, s'il vous plaît. Mais alors la Flandre, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure en parlant du Moyen-Âge, la Flandre a toujours été, malgré les guerres, malgré presque les guerres civiles entre protestants et catholiques, hein, malgré les inondations. Les inondations, on en a connu. On n'est pas prêt, d'ailleurs, on va sûrement reconnaître bientôt d'autres. Ça, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais enfin, bref, malgré les cataclysmes géographiques, malgré les batailles, malgré les guerres, malgré les querelles sociales. Hein, bon, j'en ai dit un mot tout à l'heure, les querelles sociales, oui, c'est vrai. Bon, malgré tout, la Flandre était riche. La Flandre était extrêmement riche. Et elle était toujours peuplée parce qu'on a remarqué, les historiens démographes ont bien remarqué qu'au lendemain de chaque conflit, au lendemain de chaque guerre, eh bien, la démographie repartait en flèche. En Flandre, on faisait des enfants, hein, en même temps qu'on fabriquait de la richesse. Eh bien donc, la Flandre, petit pays riche, petit pays prospère, eh bien forcément attirait, je dirais, l'attention de son grand voisin du Sud, qui était le royaume de France. Alors cette carte montre bien, je dirais, les allers et retours des armées de Louis XIII, puis de Louis XIV, tout au long du XVIIe siècle. La petite région de Flandre, qui est restée le plus longtemps possible en possession des Espagnols avant d'être prise par le roi de France, c'était la région de Cassel. Et les gens issus de la maison de la bataille savent bien que Cassel, 1677, hein, bataille de la Peine, et 1678, traité de Nimègue, cette région-là, qui jusque-là n'était pas encore au roi de France, elle passe au royaume de France. Tout cela sera officialisé, parce que Louis XIV a continué à faire la guerre, hein. Il voulait aller jusqu'au Rhin. Bon, il était au Rhin à un petit moment donné, mais il est obligé de faire demi-tour après, parce que toute l'Europe s'est liguée contre lui. Bon. Et tout cela a été officialisé en 1713. Et l'image suivante, s'il vous plaît. En 1713, cette carte que j'ai réalisée pour vous le montre de façon assez nette. Eh bien, on voit très bien le Nord-Pas-de-Calais actuel, si je puis dire, et puis une région avec des petits points ou des petits traits tout au nord. Ce sont des régions qu'à un moment donné, Louis XIV avait en sa main Tournai, Courtrai, Ypres, Popering, hein, Furnes. Voilà ces petites villes que Louis XIV avait prises à un moment donné pendant son règne et qu'il a dû rendre au traité d'Utrecht en 1713. Alors, au traité d'Utrecht en 1713, ça ne s'est pas trop mal passé pour Louis XIV parce qu'on a fait le traité en langue française. Donc, les négociateurs français se sont bien débrouillés et Louis XIV a obtenu gain de cause, il a conservé la région lilloise. On voit très bien sur cette carte que la région lilloise, la frontière n'est pas droite, hein, la frontière n'est pas droite, ça fait là une petite avancée, comme une presqu'île. Hein. Bon, la région lilloise, normalement, elle n'aurait pas dû revenir à Louis XIV, elle aurait dû rester aux Pays-Bas espagnols. Hein. Bon.
Mais Louis XIV a insisté, il a dit « je veux bien perdre Ypres, je veux bien perdre Tournai, je veux bien perdre Courtrai, je veux bien perdre Furnes, en dépit de toutes les fortifications que M. de Vauban a y faites, mais je veux garder Lille. » Et il a gardé Lille. Et c'est depuis ce temps-là que Lille est en Flandre française. Voilà l'image suivante. Alors voilà ce que ça a donné au XVIIIe siècle. Vous remarquez, au nord, vous avez les Pays-Bas autrichiens. Pourquoi autrichiens? Parce qu'à partir de 1713, eh bien, les Espagnols ont perdu ces Pays-Bas du Sud. Ils les ont perdus. Et à la suite de l'accord international de 1713, ces Pays-Bas du Sud ont été donnés à d'autres Habsbourg, qui étaient les Habsbourg d'Autriche. Avant, ils appartenaient aux Habsbourg d'Espagne, mais comme les rois d'Espagne n'étaient plus des Habsbourg, mais les Bourbons, par la volonté de Louis XIV, eh bien, on a donné les Pays-Bas, qui étaient espagnols, Habsbourg, on les a donnés aux autres Habsbourg, qui étaient autrichiens, donc les Pays-Bas autrichiens au nord. C'est comme ça que, tout au long du XVIIIe siècle, nous étions dépendants des Habsbourg de Vienne. Alors, de l'autre côté de la frontière, vous aviez la Flandre. Toute cette région qui est marquée par des petits points, avec l'île au centre, eh bien, c'est la Flandre, aux mains des Pays-Bas du Sud, qui sont les Pays-Bas français. Pourquoi les Pays-Bas français? Eh bien, parce que nous disposons, vous savez, les historiens, quand ça cherche, quelquefois ça trouve. Hein, quelquefois ça trouve pas. Bon, mais quelquefois ça trouve. Et ces Pays-Bas français, l'expression a été donnée dans un compte-rendu fait par le ministre des Finances de Louis XVI, qui, pour ses circonscriptions administratives et financières, a parlé clairement des Pays-Bas français. Alors, les Pays-Bas français, vous avez toute la Flandre, de Dunkerque à Douai. Hein. D'ailleurs, à Douai, à cette époque, il y a la Cour suprême de justice des Pays-Bas français, de Flandre, pardon, qui est le Parlement de Flandre. Plus tard, la Cour d'appel sous la République, la Cour d'appel succédera au Parlement de Flandre, au temps des Pays-Bas français. Et dans ces Pays-Bas français, on retrouve à côté de la Flandre, on retrouve l'Artois, et puis le Hainaut, et puis le Cambrésis, hein, et même le Calaisis et le Boulonnais. Voilà. Donc, l'unité de cette région, on peut dire que les Pays-Bas français, finalement, la Flandre et l'Artois notamment, ont un long passé en commun qui leur a permis de se retrouver déjà sous Charles Quint, sous les Pays-Bas des ducs de Bourgogne, puis sous les Pays-Bas de Charles Quint, dans le cercle de Bourgogne, et ensuite dans les Pays-Bas des Habsbourg d'Espagne, et puis dans les Pays-Bas des rois de France, faisant face aux Pays-Bas des Habsbourg d'Autriche. Voilà l'origine du terme les Pays-Bas français. L'image suivante, s'il vous plaît. Alors, politiquement, administrativement, nous faisons face ici à un paradoxe. C'est sous la conquête française, conquête militaire, sous la Révolution et l'Empire, hein, que la Flandre occidentale, que nous connaissons bien, on va dire pour simplifier, chef-lieu Bruges, hein, mais Bruges, Ostende, Nieuport, Dixmude, Furnes, Ypres, Menin, Courtrai, eh bien cette Flandre occidentale va se retrouver à côté, au même niveau que la Flandre orientale centrée autour de Gand, Audenarde. Et pourquoi? Parce que les armées françaises, dans leur souci d'uniformiser toute leur conquête, ils ont fait deux départements. Alors, il y avait le département, ils ne l'ont pas appelé Flandre orientale, ça aurait bien gêné les Jacobins de parler du terme de Flandre. Hein. Alors, ils ont appelé ça Lys-Escaut, bon, ce qui géographiquement est justifié, mais enfin, ils auraient pu laisser Flandre orientale. Et puis, pour la Flandre occidentale, ils ont appelé ça Isère. Bon, là aussi, géographiquement, ça se comprend. Mais enfin, pourquoi ne pas utiliser le terme de Flandre? Je rappellerai ici simplement que les termes de Flandre, sous la Révolution, hein, et même sous l'Empire, eh bien, les termes de Flandre, c'était des termes malvenus. Mais enfin, vous avez là devant vous les territoires exacts de ce qui allait devenir plus tard les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale en Belgique. Alors la France, non, nous on est le département du Nord, hein, de Dunkerque à la Lys, comme vous le voyez sur la ligne,
sur la carte de Dunkerque à l'est. Nous, on est le département du Nord. Bon, bah oui, bah oui. Les révolutionnaires français n'ont pas été jusqu'à réunifier la Flandre de France et puis la Flandre de leur conquête dans ce qu'allait devenir quelques années plus tard la Belgique. Image suivante. Alors aujourd'hui, dans certains documents administratifs corrects, ils ne le sont pas tous. Hein. Il m'a fallu un certain temps pour trouver cette carte administrative de la Flandre d'aujourd'hui. Eh bien, là, on voit bien, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. La Flandre, ça va depuis la mer du Nord jusqu'à Saint-Amand, la Scarpe, jusqu'à Douai. Hein. Bon. Et on la différencie. Il y a la Flandre maritime depuis la mer du Nord jusqu'à la Lys. C'est la Flandre maritime. Hein. Vouloir distinguer deux territoires sur ce Westhoek, dans cet arrondissement de Dunkerque, c'est quand même couper les cheveux en quatre. Hein. Tout ça, c'est historiquement la Flandre maritime. L'autre Flandre, c'est la Flandre gallicane, comme on dit en termes administratifs, ou gallicante, hein, qui est complémentaire de la Flandre maritime, qui, elle, est flamingante, où on parle flamand. Vous voyez ? Voilà les deux Flandres. Et l'ensemble, on le dit bien dans ce document administratif officiel, c'est la Flandre. Bon. Alors, entre les deux Flandres, la Flandre gallicane et la Flandre maritime, eh bien, comme du temps de Mercator au XVIe siècle, comme du temps des Pays-Bas bourguignons, comme du temps du comté de Flandre, eh bien, entre les deux, le cœur de la Flandre, c'est la vallée de la Lys. Que vous parliez roman, picard, ou bien germanique, flamand, néerlandais, que vous parliez l'un ou l'autre, vous êtes en Flandre. Hein, et c'est quand même ça qui importe. Et c'est pourquoi le panneau « Vous êtes en Flandre » qui est sur l'autoroute entre Bailleul et Dunkerque, on devrait le mettre déjà depuis Douai. Quand on quitte Douai pour rentrer dans l'île, on devrait mettre « Vous êtes en Flandre ». Et nous sommes en Flandre sur l'ensemble de ce territoire-là. Alors, vous voyez, Saint-Omer est juste en dehors. Juste en dehors. Bon, ben oui, Saint-Omer, même si les connaisseurs de Saint-Omer savent que dans les faubourgs de Liselle, hein, dans les faubourgs de Liselle, en direction de Clermarais, eh bien, les faubourgs de Haut-Pont, il y a encore, disons, une certaine tradition linguistique qui se perd, d'accord, bon, les Bacauves et autres, hein, mais qui a existé il n'y a pas longtemps. Dans l'un de mes ouvrages, d'ailleurs, j'ai repris la chanson des Broucaillers de Dunkerque, qui était entièrement en flamand, et ils allaient vendre leurs choux-fleurs par là-haut. Ils allaient vendre leurs choux-fleurs jusqu'à Gravelines. Hein. Gravelines est de côté Flandre, hein, de là-haut canalisé. Voilà. Image suivante. Alors, côté belge, s'il vous plaît, il y a un paradoxe qui est extraordinaire. Autant je me suis évertué, j'allais dire presque fatigué, rassurez-vous, je ne suis pas encore fatigué, tant pis pour vous, eh bien, autant je me suis évertué à vous expliquer qu'il y avait la Flandre occidentale, la Flandre orientale, l'Anversois, le Brabant, le Limbourg, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Et dans chacune de ces provinces, aujourd'hui ce sont encore des provinces en Belgique, hein, il y avait un dialecte, il y a le dialecte limbourgeois, qui est très proche d'un dialecte bas allemand, on va dire. Hein. Bon. Le dialecte limbourgeois, le dialecte anversois, le dialecte brabançon, le dialecte de Flandre orientale et le dialecte de Flandre occidentale, depuis Bruges jusqu'à chez nous. Bon. Eh bien, dans l'organisation politique belge aujourd'hui, ces 5 provinces font partie de la région Flandre. Il y a une région Flandre, il y a au sud une région Wallonie, hein, avec différentes provinces, et au milieu, il y a une région bruxelloise. Voilà. Bon. Donc, par extension, aujourd'hui, quand vous dites en Belgique la Flandre, eh bien, ce sont ces 5 provinces-là, alors qu'il y a quand même des différences notables. Je me souviens avoir visité Bruxelles sous la houlette d'un guide néerlandophone
du Brabant flamand. Hein, et il m'expliquait bien, il me disait, je vous fais la visite en néerlandais parce que c'est ce qui permet de nous comprendre, vous et moi. Il dit, mais n'oubliez jamais que vous, vous êtes flamand, tandis que moi, je suis brabançon. Hein, monsieur, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Alors, je n'ai garde de l'oublier, et je ne sais pas s'il regarde aujourd'hui, mais enfin, si c'est le cas, voilà. Alors, l'image suivante, c'est un peu, je voudrais rendre hommage ici à Monseigneur Lotet, qui a toujours mis en valeur, je dirais, les aspects traditionnels et les terroirs traditionnels de notre Flandre. Et en particulier, il a mis en valeur les différences des terroirs de la Flandre au nord de la Lys. Alors pour lui, il y a d'abord les terres basses de la Lys. Après tout, c'est vrai, hein, il y a la Flandre lisse aujourd'hui. Eh bien, ce sont les terres basses de la Lys. Et puis, il y a le pays au bois, c'est-à-dire l'Outland. Hein, tout le monde connaît l'Outland, le pays au bois, qui comprend notamment les monts des Flandres, et puis ces petites forêts qui forment la limite entre la Flandre et l'Artois. Et puis plus au nord, il y a le Blootland, qui est le pays dénudé. Le pays dénudé, on va dire, tout autour de Bergue, où la végétation n'est plus tellement la végétation forestière, c'est le moins qu'on puisse dire. Et enfin, il y a les rivages, la plaine côtière, la plaine tout à fait côtière, les rivages, les dunes, voilà. Alors, j'ai simplement voulu rendre hommage à des gens qui se sont intéressés à nos terroirs, quelle qu'ait pu être, je dirais, la difficulté du climat politique dans cette première moitié du XXe siècle, où il ne faisait pas bon s'affirmer flamand. Hein. Bon, et ben eux, ils ont eu le courage. Hein, et c'est grâce à eux que s'est conservé le sentiment flamand, et je tiens ici à le dire. Voilà. Image suivante. De même encore, ce que nous devons encore aux ancêtres, je dirais, de nos historiens flamands, là c'est sous forme schématisée, vous voyez bien, la nature, on rejoint ici la géographie, vous avez la zone des dunes tout au nord, le Blootland, puis le Outland, puis la zone des marais, de la Lys, de la Deule, hein, voilà. Tandis que l'Artois, c'est le grand plateau de craie. La géographie rejoint ici l'histoire. Alors, entre le grand plateau de craie et le Outland, vous remarquerez comme une échappée du Blootland. C'est une terre aujourd'hui asséchée, c'est l'ancien golfe de la hein, il jouxtait, il n'est jamais rentré jusqu'à Saint-Omer. Les géologues, dont le fameux Jules Gosselet, dont j'ai dû vous dire un mot tout à l'heure, les géologues ont fait des analyses du sol de cette terre qui jouxte Saint-Omer. Il n'y a pas une seule trace d'eau salée ou de sel marin. Tout est de l'eau limpide, de l'eau douce. Eh bien, c'est un peu la limite, ce lac d'eau douce, c'est un peu la limite géographique, géologique entre la Flandre et l'Artois. Ça, ayons bien en commun que la Flandre, c'est une réalité historique, bien sûr, mais vous avez vu comme elle a évolué tout au fil de l'histoire, mais c'est une réalité géographique. Et quand l'histoire et les géographies coïncident, c'est tout de même tout à fait, je dirais, extraordinaire. Y a-t-il encore une autre image? Est-ce qu'on peut revenir à la toute première? La toute première image, je voudrais faire ma conclusion à partir de la toute première image. Voilà, là vous avez, on rejoint Mercator, on voit mieux cette carte-là que ce qu'on la voyait tout à l'heure. Hein, elle est en couleur. J'en profite pour vous signaler qu'au LIF, à Bailleul, l'IF, c'est l'information Histoire de Flandre. Nous avons une bibliothèque de 2500 ouvrages consacrés à l'histoire de la Flandre. Nous vous recevons pour discuter, il n'y a aucun problème. Hein, venez nous rendre visite. Eh bien, on a beaucoup de cartes qui expliquent l'histoire de la Flandre. On a 2500 livres pour vous permettre de vous plonger dans l'histoire. On prépare actuellement une grande exposition qui s'appellera La Flandre, une histoire, qui prendra plusieurs pièces et qui sera... Enfin, il faudra aller la voir. Ah, voilà, ah, je vous demande s'il vous plaît de me faire confiance, venez la voir, c'est ouvert à partir du 24 juillet. Mais dès à présent, notre bibliothèque et les quelques cartes qui sont sur les murs, vous pouvez y accéder, n'hésitez pas à venir en semaine, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Alors, je voudrais terminer en conclusion, en regardant cette carte.
pour ma conclusion, je voudrais vous dire que, certes, il y a eu une petite, des évolutions territoriales, des changements à la Flandre, mais quand on regarde géographiquement la Flandre, et quand on pense aux origines territoriales, on s'aperçoit que la caractéristique principale de cette Flandre, c'est d'être un territoire ouvert sur le nord-ouest de l'Europe. On est ouvert sur nos voisins. La France, bien sûr, les Pays-Bas, par les Zélandes, la Flandre zélandaise, la région de Hulst, la région de Hulst, eh bien, c'est la Flandre zélandaise, elle jouxte la Zélande, dans le sud des Pays-Bas. Et les gens qui parlent le dialecte zélandais, eh bien, quand ils viennent sur la côte, dans les pays de la côte chez nous, quand ils vont à Bergue, quand ils passent par Furnes, quand ils vont à Couediepre, eh bien, je le sais, j'en ai rencontré, quand ils parlent leur dialecte zélandais, ils s'entendent très bien avec les gens qui parlent le dialecte flamand occidental par chez nous. La Flandre est une région ouverte sur le nord-ouest de l'Europe. Je le sais personnellement, mais cela m'a été confirmé par deux grands linguistes. On les appelle les philologues. En termes scientifiques, on dit les philologues. Il y en a deux qui étaient formidables. Je dis qui étaient parce que l'un des deux est décédé il y a quelques mois, victime du virus. Il avait 82 ans, mais victime du virus, il est décédé. C'était Hugo Riquebourg. Voilà. Et Hugo Riquebourg, il avait beaucoup étudié la question linguistique dans notre région. Et dans son ouvrage, et notamment mais pas seulement celui-là, Frans Vlaams, c'était vraiment le spécialiste du Frans Vlaams, eh bien Hugo Riquebourg, il n'a jamais hésité à dire « Je suis d'accord avec ce qu'a écrit Éric Vanneuville en tant qu'historien, les fondements d'histoire de la Flandre, ce sont les Francs, les Saxons, les Frisons. Et plus on va vers le littoral, plus c'est Saxons et Frisons. C'est ce qu'on appelle, les philologues appellent ça, Saxons-Frisons, c'est le regroupement des ingouillons, les ingouillonismes. Et il a trouvé dans son livre, Frans Vlaams, et dans d'autres livres qu'il a publiés, il a trouvé des détails dans les dialectes, dans le dialecte flamand occidental par chez nous, proche du littoral, jusqu'à Volkerinkov quand même à l'intérieur. Jusqu'à Volkerinkov, il a trouvé des ingouillonismes. Et nous étions bien d'accord. Et il l'a dit dans l'un de ses livres, et il a même repris la carte que j'avais faite autrefois pour dire qu'il y a coïncidence entre ce phénomène historique saxon-frison et le phénomène linguistique particulier des régions côtières, pas loin de la côte, de notre Flandre, fondée par les Francs, Saxons et Frisons. Et le dernier, et mon dernier mot, ce sera un hommage à lui, Jean-Louis Martel. Tout le monde connaît Jean-Louis Martel, ce philologue. Jean-Louis Martel, il est agrégé d'anglais, il est certifié de néerlandais, il est locuteur naturel du flamand, du dialecte flamand, c'est le fils d'un pêcheur de Brédune. Eh bien, Jean-Louis Martel et moi, nous avions toujours sympathisé, je dirais, par écrit interposé. Et un jour, je me suis pris par la main, je suis allé le voir, on a passé accord, on s'est vu plusieurs fois, et ensemble, nous avons fait un article qui est paru cette année à Dunkerque, à la société, à la SDHA, Société d'histoire et d'archéologie de Dunkerque, et nous avons fait un article très fouillé, un article de philologie et de linguistique, un article très fouillé sur les origines médiévales, on en revient toujours là, les origines médiévales du flamand du pays dunkerquois. Nous étions d'accord à 100% tous les deux, et nous étions entièrement d'accord. N'oublions jamais que la Flandre, géographiquement aujourd'hui c'est important, historiquement, ça remonte quand même au Moyen-Âge. La Flandre, ça remonte au Moyen-Âge, et nos ancêtres, c'était les Saxons, les Frisons et les Francs. Voilà. Et bien entendu, dans cet article, Jean-Louis et moi, nous avons rendu hommage à Hugo Riquebourg. S'il y avait eu plusieurs Riquebourg, ça aurait été très bien. Voilà, j'arrête là. Si vous avez des questions à poser, venez au LIF, s'il vous plaît, c'est à Bailleul.
au rond-point du monument britannique. Vous verrez en vitrine, il y a un énorme lion des Flandres. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas vous dévorer. Rentrez, on vous accueillera avec le sourire et on causera. Voilà. Allez, merci d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'au bout.